Madame, Monsieur, bonsoir. 20h03, toutes nos excuses pour ce retard. Tout de suite, le journal. Dans l'actualité de ce mercredi, affaire Boy-Guinée, l'un de ses co-prévenus s'est suicidé par pendaison au commissariat central. Abdou Faye est passé à l'acte la nuit dernière. Aucune communication officielle de la police nationale pour le moment. Plus de 4 tonnes de médicaments saisis par la brigade maritime de Mbour. Les produits sont estimés à 1,5 milliard de francs CFA. 350 kg de chanvre indien ont également été saisis par la douane. Quand des cordes de bateaux font office de ralentisseurs, le phénomène émerge dans plusieurs quartiers de Dakar. Tous les moyens sont bons pour faire lever le pied aux automobilistes. Reportage à suivre. Annulation de la dette africaine. Les fondateurs de l'IADA adressent une lettre au Premier ministre britannique Boris Johnson. Ils ont été reçus par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en perspective du sommet du G7 qui débute vendredi en Angleterre. Dans ce journal, on se rappelle au bon souvenir de Sembène Ousmane. Il y a 14 ans, disparaissait l'un des plus grands cinéastes sénégalais. Moussa Touré refait son éloge funèbre dans cette édition. L'un des présumés complices de Boy-Guinée s'est donc donné la mort par pendaison au commissariat central. Abdou Faye, c'est le nom du défunt. Les faits se sont déroulés la nuit dernière au commissariat central. Nous y reviendrons avec Chérif Dia. Pour le moment, silence radio du côté de la police nationale. Le Forum du justiciable demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur les circonstances de la mort du détenu. Écoutons Boubacar Ba avec notre équipe à Thiès. Nous avons appris ce matin qu'un des présumés complices de Modou Fall dit Boy-Guinée, qui était en garde à vue au niveau du commissariat central de Dakar, s'est donné la mort par pendaison. Alors, en pareille circonstance, le rôle de chaque organisation de défense des droits de l'homme, c'est de demander, c'est d'inviter les autorités habilitées à ouvrir une enquête sur les circonstances de ce décès. Et je pense que seule une enquête pourra nous édifier effectivement sur les circonstances. Donc je pense que nous demandons aujourd'hui aux autorités habilitées, en tout cas, de procéder à l'ouverture d'une enquête indépendante pour que l'opinion, en tout cas nationale, puisse quand même être édifiée par rapport à ce décès-là par pendaison. Je pense qu'à la suite, en tout cas, de cette enquête-là, on aura beaucoup plus d'éléments pour pouvoir apprécier effectivement sur, en tout cas, quelle suite qu'il faudra donner à cet événement-là qui est vraiment malheureux. 370 kg de chanvre indien et plus de 4 tonnes de faux médicaments saisis par la brigade maritime de Mbour. L'opération bouclage du littoral déclenchée en vue de renforcer la sécurisation du territoire douanier a permis d'effectuer cette importante saisie. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo. On est venu aujourd'hui ici pour constater la saisie de la brigade mobile de Mbour. C'est une brigade qui a en 24 heures fait déjà 2 saisies, une saisie de chanvre indien et une saisie de médicaments. La brigade de Mbour a opéré en suivant ce qu'on appelle dans notre jargon une livraison surveillée, un débarquement qui a eu lieu à Warang. Et donc on a suivi le véhicule jusqu'au marché de Thiaroye où on a découvert justement une maison inhabitée où il y avait des dépôts. C'est du faux médicament et du chanvre indien. Le chanvre indien c'est 370 kg, 30 millions environ. Et pour les médicaments, c'est estimé, ces faux médicaments, à 518 millions à peu près. Pour le moment, il y a eu des arrestations, mais il y a 2 personnes qui ont été arrêtées pour le moment. Et on a l'identité justement des commanditaires.
Et puis dans l'actualité également, retenez que 46 personnes, dont Kilifeu de Yanamar, ont été arrêtées lors de la marche de protestation non autorisée des prestataires de la Sénélec. Les manifestants arrêtés qui sont toujours dans les locaux de la police sont partagés entre le commissariat central de Kaolack et le commissariat urbain de Ndorong. Pour rappel, les prestataires de la Sénélec réclament leur recrutement dans cette boîte et avait tenu d'organiser cette marche à Kaolack, marche qui a été non autorisée. Et puis la direction du COUD réagit après 48 heures de scènes de pillage et de saccage orchestrées par certains techniques SP ne peuvent être tolérés. Et selon le directeur adjoint, les auteurs seront traqués, identifiés et sanctionnés. Mamadou Fall et Mohamed Djeng. Les scènes de pillage dans les campus sociaux de la grande cité de l'école polytechnique SP ne peuvent être tolérées par le COUD. En réaction aux agissements de certains étudiants, la direction du COUD promet de situer toutes les responsabilités. Les auteurs de ces actes vont regretter leur acte et vont réaliser la gravité de leur acte. En tout état de cause, nous, au niveau du COUD, nous sommes déterminés à prendre nos responsabilités parce que nous ne pouvons pas laisser de tels actes rester impunis. Le COUD qualifie d'abord ces actes de sabotage puisqu'il est incompréhensible de voir des étudiants s'en prendre à des arbres. Nous n'avons pas compris que les étudiants viennent s'en prendre au COUD pour manifester leur colère. Et la manière dont ils l'ont fait, en s'attaquant au patrimoine du COUD, en s'attaquant au restaurant, au moment où leurs propres camarades étudiants étaient en train de prendre tranquillement leur dîner, en s'attaquant à certaines installations comme les bancs publics, comme le réseau d'éclairage public, et même, et ça je l'ai vu pour la première fois dans un mouvement d'humeur d'étudiants, même aux arbres qui représentent l'environnement, ça nous ne l'avons pas compris. C'est la raison pour laquelle que nous avons dit que ça ressemble même à du sabotage. La direction du COUD a précisé qu'elle n'est pas partie prenante des élections de renouvellement des amicales, donc certains actes posés par certains étudiants ne resteront pas impunis. Merci Mamadou. L'auditorium de l'Université de Thiès abrite depuis hier les travaux du forum marquant le 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal. L'Église prône un Sénégal de justice et de paix. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Ensemble pour bâtir un Sénégal de paix et de justice, c'est l'objectif des évêques ecclésiastiques. Ils sont à Thiès pour se pencher sur la question et de réfléchir sur les défis que doit relever la jeunesse. Et pour ce faire, s'il émane de ce forum une conscience citoyenne renforcée pour un meilleur vivre ensemble dans la solidarité et la fraternité, le respect et la promotion du bien commun, pour citer une autre lettre pastorale des évêques du Sénégal. Les événements de mars dernier ont été également soulevés. Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle les jeunes à la citoyenneté. Une jeunesse travailleuse et citoyenne, dans un pays discipliné, organisé, respectueux des lois et règlements, sans arrangement factice, sans corruption, avec des citoyens aptes à répondre de leurs engagements dans la cité. Pour le ministre d'État, Augustin Tine, venu représenter le chef de l'État, bâtir un Sénégal de paix et de justice. Tout le monde doit y participer. Quelqu'un l'aura dit, on ne peut pas bâtir un Sénégal de justice et de paix quand certains se mettent derrière leur clavier, attaquent, insultent des personnes honnêtes, tout simplement parce qu'on ne les voit pas. Je pense que c'est tous ensemble que nous pouvons bâtir ce pays. Ce forum a réuni tous les évêques du Sénégal, experts et autorités étatiques. Des propositions seront faites et des conclusions sont attendues.
Autre grand titre de cette édition, le sommet du G7 débute vendredi prochain en Angleterre. En perspective, les fondateurs de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine ont adressé une correspondance au Premier ministre britannique Boris Johnson. Les fondateurs de l'IADA ont remis la lettre à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal. Ils se disent optimistes quant à la suite de leur démarche. Écoutons dans l'ordre El Hadj Momar Samb et Youssou Ndour. L'ambassadeur nous a bien reçus et elle nous a confié qu'elle va transmettre notre lettre et que déjà c'est une préoccupation au niveau de leur pays, au niveau du G7 et que dans ces jours à venir, leur instance va certainement s'attacher à étudier cette question de la dette. C'est inscrit à leur ordre du jour. Elle nous a informé également du rôle que joue le G20 dans toute cette affaire et que certainement après le G7, le G20 va se rencontrer certainement pour également aller dans le sens d'étudier cette question. Nous sentons que le monde se réveille un tout petit peu et sort de plus en plus de la pandémie et nous sentons aussi une bonne réaction par rapport à nos contacts, par rapport à l'élargissement de notre mouvement par d'autres membres et d'autres sympathisants dans le monde qui nous ont montré leur solidarité. Nous savons aussi que des parlementaires au niveau africain ont porté le plaidoyer. Il y a des parlementaires un peu partout dans le monde aussi qui commencent à être nombreux de porter le plaidoyer. Nous sommes optimistes et nous pensons que ce combat qui est loin d'être gagné de toutes les manières, nous savons que ce n'est pas donné. Ce n'est pas facile, mais nous sommes optimistes sur la suite de notre démarche. Le président de la République entamera sa tournée économique dans le nord du pays le 12 juin prochain. Dans les régions septentrionales, les populations l'attendent sur la question du chômage des jeunes, les travaux du dragage et balisage de la brèche de Saint-Louis ou encore les difficultés des producteurs de la vallée du fleuve. Le récit de Ousseynou Diop. Le président Macky Sall est attendu à Saint-Louis samedi prochain dans le cadre d'une tournée économique. Mais la région, avec ses multiples potentialités et nombreuses difficultés, attend aussi des retombées de cette visite. Dans le cadre du secteur de la pêche par exemple, depuis quelques jours, les pêcheurs de la langue de Barbarie ne cessent de réclamer de meilleures conditions de vie et des solutions définitives aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans leur missive, ils réclament le redémarrage immédiat des travaux de la brèche de Saint-Louis, arrêtés depuis quelques mois après l'abandon de l'entreprise chinoise. Cette brèche a fait aujourd'hui plus de 450 morts et son dragage pourrait constituer, selon de nombreux spécialistes, un nouveau déclic pour la relance du secteur de la pêche. Saint-Louis est aussi une région agricole. Le secteur nourrit difficilement son homme. Avec ses milliers d'hectares de terre emblavés cette année, les producteurs continuent de souffrir après la pandémie et certains attendent toujours le fonds force Covid-19 pour régler leurs dettes auprès des banques après une saison chaotique. Dans la région de Saint-Louis, le chômage est aussi galopant. Des milliers de jeunes diplômés attendent le recrutement, d'autres des financements pour des projets porteurs. Mais jusque-là, la demande est forte et les réactions minimes. La tournée sera certes économique, mais la politique ne sera pas occultée à quelques mois des élections locales. Des élections à haut risque pour la coalition Benno Bokk Yakaar dans le nord du pays. La région de Saint-Louis sera certainement en ébullition avec les multiples candidatures au sein de la coalition présidentielle. Beaucoup attendent surtout le dernier mot du chef pour se ranger ou nager à contre-courant. Merci Ousseynou. Et puis en politique à Rufisque, c'est le branle-bas des états-majors politiques à 6 mois des élections territoriales. Majorité comme opposition se mettent en ordre de marche. Nous y reviendrons avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. L'autre grand titre de cette édition, des ralentisseurs synonymes de casse-moteur. Pour lutter contre l'excès de vitesse, des ralentisseurs peu conventionnels émergent dans les communes. Dans certains quartiers, ce sont des cordes de bateaux qui font office de dodane, une pratique pas au goût des automobilistes. C'est un reportage de Cheikh Diop et Amadouba. Parcelles Asseni, unité 22, un quartier populaire de Dakar. Dans cette ruelle se trouvent des ralentisseurs en corde tous les 30 mètres. Une manière de minimiser les cas d'accident. C'est une utilité pour le quartier. Vous pouvez constater vous-même
les enfants qui traversent, qui courent, ainsi de suite. Si je sors ici devant mon porte de la maison, je trouve chaque fois minimum 4 accidents, des taximans avec les motos, des graves accidents. Même un jour, il y a un accident mortel. Finalement, après, je vois les voisins de la maison et mon grand frère, on a payé les trucs là, les cordes là pour faire des dorades. Des ralentisseurs en corde qui n'arrangent aucunement les conducteurs de voitures comme de motos. Ce n'est pas du tout bon pour les voitures, pour les motos et même pour les autres types de véhicules. Ce n'est pas bon pour les organes de la voiture. On doit vraiment réglementer ce type de ralentisseur. On va appeler des maçons qui ont qualifié pour faire ça. Et les gens qui sont exploités pour ça. Les usagers listent les conséquences liées à ces ralentisseurs, ce qui fait l'affaire de ceux. Faisons maintenant un point météo. Ce n'est pas encore le début de l'hivernage, même si des précipitations ont été enregistrées la nuit dernière dans plusieurs localités du pays. Selon l'ANACIM, le phénomène s'explique par des amas de nuages venus de la Guinée et ce n'est pas fini. Ce sera le cas toute cette semaine. Tierno Laurent Mendy et Fatou Bintou Conté. Depuis hier, des pluies sont tombées dans certaines localités du pays. Des amas de nuages venus de la Guinée ont juste favorisé ces précipitations. Et là, on ne peut pas parler de démarrage de saison des pluies. Depuis hier nuit, presque dans l'après-midi, des systèmes ont intéressé le sud. Donc ce sont des amas de nuages en provenance de la Guinée. Donc par débordement, ces amas ont intéressé le sud et le centre parce qu'il y avait déjà des conditions favorables sur les régions sud et centre du pays. C'est ce qui a occasionné ces pluies. Maintenant, avec l'effet, parce que l'amas qui était là, il y avait un front de vent. C'est ce front-là qui est à l'origine de ce qu'on a eu à Dakar, avec les fines pluies qu'on a eu à Dakar ce matin. Voilà. Mais on ne parlera presque pas de démarrage effectif de l'hivernage. Ces pluies, toutefois, vont continuer toute la semaine. On s'attend à avoir des pluies par endroits, surtout cet après-midi, la zone sud-est. Demain, ça sera certainement la zone sud et le centre qui sera intéressé. Mais à partir du vendredi au samedi, on aura des possibilités même que ces activités pluvieuses intéressent la zone centre-nord du pays. Mais une pause sera notée à partir du 16 juin. À partir du 16, c'est la pause pluviométrique qui sera notée sur l'ensemble presque du territoire. Voilà, c'est pourquoi pour le moment c'est prématuré de parler d'installation définitive de la saison. Actuellement, les régions du centre ont été plus arrosées depuis hier avec plus de 45 mm à Kongol qui a battu le record. Merci Fat Bintou. La couverture maladie universelle en chiffres, ça donne en 9 ans, l'agence a réalisé un taux de couverture de 53%. 15 milliards de francs CFA ont été utilisés pour le règlement des factures dans les différents établissements hospitaliers. Voyons tout cela avec Nongoka et Asmali Diop. Maladie universelle entre dans l'ère du numérique. Elles ont reçu un important lot de matériel informatique et bureautique. Ainsi, la dématérialisation de la gestion des mutuelles va devenir une réalité. Ce matériel participe à une gestion améliorée, à la professionnalisation de nos mutuelles de santé. C'est un peu ça le sens de notre présence ici. L'appui matériel ne donne pas pour autant une autonomie financière aux mutuelles de santé. On a un déficit par rapport à ça. Ceux qui sont là-bas sont motivés. Entre motivation et salaire, il y a une différence. Donc, s'ils pouvaient nous aider, c'est dans ce sens-là qu'on les attend. Donc, s'ils peuvent entendre l'appel, vraiment, ce serait l'idéal pour que les municipalités appuient ce programme-là. Parce que ça parle de couverture, ça parle de prise en charge médicale. Donc, et nos populations, eux, ils le savent, nos populations en ont besoin. Le matériel offert va participer à améliorer l'offre de services. On va fournir chaque mutuelle de santé, 26 mutuelles de santé en total, d'un ordinateur fixe, des mobiliers, ainsi que de registres pour ces activités et matériel bureautique. Donc tout ça ensemble permettra à ces 26 mutuelles de santé du département de Pékin de mener une action professionnelle et performante pour rendre accessibles les droits à la santé. Entre 2012 et 2021, l'Agence de la couverture maladie universelle a fait un pas de géant.
Nous étions partis dans les années 2012 avec un taux de couverture au niveau national de 20%. Donc si on est passé de 20% à 53%, c'est que la CMU a fait son petit bonhomme de chemin. L'agence de la couverture maladie universelle se déploie à nouveau après une longue période de répit en raison de la pandémie de Covid-19. La CMU qui a donc remis du matériel informatique et bureautique aux mutuelles de santé, aux 26 mutuelles de santé du département de Pikine. On se rappelle au bon souvenir de Sembène Ousmane, il y a 14 ans disparaissait l'un des plus grands cinéastes sénégalais. Le réalisateur de Guelwaar a longtemps sublimé le 7e art et pour ça, il mérite les honneurs de la nation selon Moussa Touré qui refait ici l'éloge funèbre de Sembène Ibou Diouf. Comme ceux des grands cinéastes classiques, ces films fonctionnent au niveau du symbolique. L'œuvre d'un grand cinéaste perdure parce qu'il donne à voir et à réfléchir. C'est ça Ousmane Sembène. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un de vrai, et qui savait quand même sortir ce que nous avions, le peuple, ce qu'il avait de positif, surtout aussi de négatif. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui savait décortiquer une société. Une figure prolixe dont l'engagement pour la réflexion du patrimoine culturel endogène affleure dès les premières œuvres dans un processus typiquement local. Moi j'ai dû travailler avec lui sur pas mal de films, dont le dernier que j'ai fait avec lui c'était en fait Kantcharoy. Et donc c'est toujours dans cette lancée de dire ce qu'il pensait. C'est que c'était quelqu'un qui n'a jamais aimé la compétition. Vous donnez un exemple, il n'a jamais été en compétition à Ouagadougou, alors que c'est lui quand même qui a mis en place Ouaga. Quelques années après sa disparition, Ousmane Sembène demeure une figure de proue dans le champ de la création, aussi bien littéraire que cinématographique. On devrait quand même lui, non pas juste des hommages, mais c'est comme on fait, il fallait un monument, comme on a fait des monuments. Et puis il fallait un musée pour que cette jeunesse puisse aller voir. Et ça, je pense que c'est des États ou un État qui devrait faire ça. Parce qu'en général, quand il y a hommage, il y a un musée, c'est l'État qui peut. Sembène Ousmane, réalisateur qui accorde une grande place au peuple et à ses représentations de la vie du réalisateur Moussa Touré. Le cinéaste Ousmane Sembène demeure une référence dans la quête de l'identité, un exemple de réussite tant du côté de la littérature que du cinéma. Merci beaucoup Ibou. Et puis dans l'actualité sportive, 2 prestations abouties, une défense imperméable pour 2 victoires en match de préparation. Les Lions du Sénégal retrouvent le droit chemin à quelques mois du démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les nouveaux Abdoulahat Diallo, Nampali Mendy, tout comme les cadres, se sont bien comportés également durant ces 2 matchs de préparation. Cher Sadibou Diarra. Le 4-3-3, leur système fétiche de retour après le non productif 3-5-2 de la fin des éliminatoires de la CAN 2021. Les Lions retrouvent le chemin du succès. 2 victoires face à la Zambie et le Cap-Vert en rencontres amicales qui ne souffrent d'aucune contestation. Un Sénégal ambitieux, avec beaucoup plus de maîtrise dans ce qu'il fait, avec une possession du ballon qui a abouti également à marquer 5 buts en 2 matchs pour n'en prendre qu'un seul. Ça veut dire que l'équilibre a été bien retrouvé. L'autre satisfaction de cette équipe nationale du Sénégal par rapport à ces 2 matchs amicaux, c'est que le Sénégal est parvenu également à marquer un but sur coup franc direct, ce qui n'était plus arrivé depuis la CAN 2017 avec le coup franc de Henri Saivet. Idrissa Gana Gueye aujourd'hui l'a fait. Et on a vu une équipe du Sénégal également qui a cherché à étirer un peu ses adversaires en jouant sur des renversements à gauche, à droite, en faisant de petits passes, en trouvant les décalages dans les intervalles et tout ça. Ça augure des lendemains enchantés. Quelques individualités ont aussi tiré leur épingle du jeu dans le collectif sénégalais. N'oubliez pas que Ismaël Sarr a provoqué 2 pénaltys dans 2 matchs. Ismaël Sarr a marqué un but. Ismaël Sarr a délivré une passe décisive. Si vous faites le total, ça veut dire que Ismaël Sarr est impliqué sur 4 des 5 buts qui ont été marqués par l'équipe. Abdou Diallo qui a été essayé pour la 2e fois en défense centrale avec Kalidou Koulibaly, un joueur qui est pétri de talent, qui a montré toutes ses prédispositions dans cette
dans son registre de défenseur central, qui ne panique pas, qui essaie de sortir proprement le ballon. Idrissa Gana Gueye qui a essayé tant bien que mal de prendre en compte le jeu du Sénégal, ce qu'on attend de lui. L'équipe nationale de football du Sénégal se refait ainsi un regain de confiance à 3 mois du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Lions vont rencontrer en septembre le Togo et le Congo. Merci cher. Et puis le reste de l'actualité sportive après les Lions, avec les Lions du handball qui débutent les championnats d'Afrique par une victoire face aux Malgaches. L'UEFA suspend jusqu'à nouvel ordre sa procédure disciplinaire contre les récalcitrants du projet Super League. Le round-up de l'Actu Sport avec Mamadou Fall ce soir. Pour commencer, le Sénégal réalise une bonne entrée en matière au championnat d'Afrique dames au Cameroun. Une large victoire des Lions devant Madagascar 42-16 dans la poule A. Pour leur deuxième sortie, elles vont rencontrer la Guinée ce vendredi à 17h. Restons au pays des Lions indomptables qui réaffirment sa disposition à organiser la CAN 2021 de football du 9 janvier au 6 février 2022. Suite aux rumeurs qui évoquaient un retrait de l'organisation, la Fédération camerounaise de football a tenu à mettre un terme aux spéculations. Elle annonce la mobilisation de tout le peuple du Cameroun pour accueillir la CAN. Football en Europe, l'UEFA suspend la procédure disciplinaire engagée contre le Real Madrid, l'FC Barcelone et la Juventus de Turin. Une suspension jusqu'à nouvel ordre suite à l'injonction du tribunal de Madrid qui interdit en l'instance de sévir contre les 9 clubs à l'origine de l'éphémère projet de Super League privée pour violation du cadre légal de l'UEFA. Si 6 clubs ont renié finalement le projet, les 3 cités refusent toujours de capituler. Basket, NBA pour terminer au moment où les playoffs du championnat nord-américain battent leur plein. Le Serbe Nikola Jokic des Nuggets de Denver est élu MVP. Le meilleur joueur de la saison régulière, le pivot de 2m11, 129 kg, a tourné à 26 points, 10 rebonds, 8 passes en 72 matchs. Jokic, drafté à la 41e position en 2014, est le 5e MVP non-américain. Il succède au Grec Antetokounmpo. Merci beaucoup Mamadou. Et puis dans l'actualité internationale, le retour des habitants de Goma en RDC dans leur maison 10 jours après l'éruption du volcan qui a fait une trentaine de morts. Les États-Unis qui déboursent plus de 170 milliards de dollars en faveur des entreprises américaines pour contrer la Chine sur le terrain de l'innovation technologique. Le récit de Daniel Diouf. 10 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, la vie reprend progressivement son cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Des dizaines de milliers de personnes qui s'étaient repliées dans la localité de Saké, à 26 km à l'ouest de Goma, ont déjà retrouvé leur domicile, 160 000 d'après les organisations humanitaires. Un retour difficile, la lave a endommagé les réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Au total, l'éruption du volcan a forcé plus de 400 000 personnes à fuir leur maison. Pour rappel, après la coulée de lave du 22 mai dernier, au moins 32 personnes ont perdu la vie, selon un bilan officiel. Plus de 170 milliards de dollars, soit 91 715 milliards de francs CFA, le trésor de guerre économique approuvé par le Sénat américain au travers d'un projet de loi pour encourager les entreprises américaines à contrer la Chine sur le terrain de l'innovation technologique. La Chine accusée régulièrement par les États-Unis d'espionnage industriel et de menaces sur la sécurité nationale. Concrètement, le plan du gouvernement américain prévoit 52 milliards de dollars sur 5 ans pour la fabrication de puces et de semi-conducteurs. La Chine a investi plus de 150 milliards dans ces technologies. Le plan américain consacre aussi 120 milliards de dollars à une agence gouvernementale pour la recherche dans différents domaines jugés clés, comme l'intelligence artificielle. Et puis une enveloppe d'1,5 milliard de dollars destinée au développement de la 5G, l'un des principaux sujets de tension entre la Chine et les États-Unis. Et puis mardi, les forces de police de 16 pays différents ont mené une opération conjointe contre le crime organisé. Une opération dirigée par le FBI et la police fédérale australienne. Elle a conduit à 800 arrestations. Elle a consisté à infiltrer des réseaux criminels mondiaux. Depuis 1 an et demi, 300 organisations criminelles échangeaient tranquillement sur une messagerie sécurisée, entièrement développée
et contrôlée par le FBI. Les policiers ont ainsi collecté près de 27 millions de messages envoyés par des délinquants d'une centaine de pays différents, décryptés automatiquement grâce à un logiciel développé par la police néerlandaise. Ils ont révélé des photos de tonnes de cocaïne dissimulées dans des cargaisons de fruits, des armes, des mouvements d'argent ou encore des projets de vol et d'assassinat. Une centaine de meurtres ont ainsi été déjoués dans le monde entier. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi.